Bonsoir, bienvenue à l'émission Carte Blanche. Pour la première émission, ce soir, on rencontre Mme Sonia Julien, directrice de l'école Chanoine-Baudet à Saint-Pascal, et M. Édouard Menenfant, directeur du Collège Sainte-Anne de la Pocatière. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et je voulais savoir, en commençant, suite au reportage qui a été diffusé mardi dernier à Enjeu à Radio-Canada, quelle était votre réaction? Pour ma part, j'ai trouvé que c'était une excellente représentation de la réalité des écoles québécoises. Donc, moi, ça m'a agréablement surpris de voir qu'il y avait, lieu de placer un beau reportage là, sur les écoles publiques et privées du Québec. Et vous, M. Menenfant? Bien, moi, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Puis, je suis assez d'accord avec Mme Julien pour dire que ce qu'on a montré, ce qu'on a présenté comme image, c'est quelque chose qui pouvait, modifier une image peut-être un peu négative qui est véhiculée parfois dans les médias sur ce qui se passe dans les écoles secondaires. T'sais, on a toujours l'impression que c'est quelque chose d'épouvantable qui se passe dans les écoles, alors que dans les faits, dans le quotidien, ce qu'on rencontre, c'est des êtres humains tout à fait normaux, qui ont le goût de vivre ensemble, qui ont le goût d'apprendre pour la très, très grande majorité, puis des gens qui sont dévoués au service de ces personnes-là, de ces jeunes-là. Puis c'est ce que le reportage montrait, moi je pense d'une façon extraordinaire. Une image, entre autres, moi qui m'a frappé beaucoup, c'est la proximité de chacun des directeurs et directrices de ces écoles-là auprès des jeunes. C'était, moi étant directeur moi-même, puis assez souvent, moi aussi je circule dans l'école le plus souvent que je peux, ce que je voyais, c'est que le contact qui était créé, c'était vraiment un rapport éducatif, c'était vraiment un rapport de cordialité qu'il y avait entre la direction et les jeunes. Puis je pense que ça devait être sécurisant pour des parents de voir ça. Ce qui a été bien aussi, M. Hudon, c'est la relation aussi qui a été qu'on sentait avec les enseignants. C'était très bien présenté. On sentait que les enseignants étaient bien appréciés en classe, tout ça, puis que les jeunes, on voyait des yeux pétillants. Là, c'était très intéressant. On voyait que ceux qui étaient en classe étaient vraiment heureux d'être là et que l'enseignant rendait bien ce qu'il devait. Là. Il y a certaines petites classes, on se serait cru dans Virginie, par contre. Là, on voyait que c'était très limité. Là, ça. Chez nous, il y a des enseignants qui en ont fait part, là, mais c'était très bien fait. Si on regarde, on va l'appeler peut-être ainsi, là, le phénomène privé-public un peu, c'est présent, on le sait un petit peu partout, mais le pendant régional est un petit peu différent de ce qu'on a vu dans le reportage. Bien, exactement. Moi, je dirais que c'est certain que moi, ce que j'observe, c'est qu'en milieu urbain, il y a une compétition un peu plus féroce entre les deux systèmes d'éducation pour toutes sortes de raisons. Mais ici, moi, ce à quoi j'assiste, c'est beaucoup plus une collaboration. On est une école privée sur un territoire où il y a beaucoup d'écoles publiques. Puis souvent, par exemple, on a des transferts d'élèves. Dans ces occasions-là, c'est toujours des situations un peu compliquées. C'est jamais drôle pour un élève de changer d'école en cours d'année scolaire. Puis je pense qu'on est parfaitement conscient dans toutes les écoles avec lesquelles je communique, que ce soit pour accueillir un élève qui vient de chez eux ou pour... Quand nous-mêmes, on transfère un élève du côté du secteur public, on a une collaboration extraordinaire de toutes les directions. Puis moi, je sens pas de compétition. Je regarde, même quand on a des matchs de football entre les... Oui, ce qui s'en vient d'ailleurs en fin de semaine, je peux vous dire qu'il y a énormément de respect de part et d'autre. On est très conscient que ce qu'on fait, c'est le même travail, qu'on essaie de développer les jeunes dans ce qu'ils sont, les jeunes qui nous arrivent, ceux qui font le choix de chacun de notre école. Puis j'ai que de l'admiration pour des gens qui travaillent au secteur public, comme j'ai beaucoup d'admiration aussi pour les gens qui font ce travail-là dans le secteur privé. On travaille pour les mêmes élèves. C'est clair que nos services ne peuvent pas être les mêmes, ça c'est évident. Puis on le voyait bien aussi dans le reportage. L'école privée, c'est une école plus dite traditionnelle. Je ne pense pas de me tromper en disant ça. Nous, à l'école publique, on a la diversité des élèves. Donc c'est clair qu'on a à proposer des choses qui vont aller rejoindre tous ces élèves-là, de toutes sortes d'élèves, de toutes sortes de milieux. Donc, c'est sûr et certain que la différence est là, mais ça n'en fait pas pour autant une compétition parce que c'est sûr que nous autres, on veut le plus d'élèves possible puis que l'école privée veut le plus d'élèves possible. Ça, on ne se le cachera pas ici ce soir, là. Mais en même temps, on est conscient que les élèves, c'est important qu'ils soient bien où est-ce qu'ils sont. Et puis, il y a des élèves qui seraient peut-être pas bien chez nous, qui sont bien au privé. Puis l'inverse est aussi vrai, je pense,
souvent de fois. Le bien-être de l'élève, c'est la priorité. Exactement. Si on regarde maintenant, Mme Julien, peut-être les programmes qui sont offerts avec les nouveautés, si on prend par exemple cette année là, que vous offrez aux élèves. Bien, je pense que chez nous, on est particulièrement fiers cette année. On a, avec notre organisation, pu faire plusieurs choses nouvelles pour aider les élèves. Entre autres, on a un programme qui s'appelle MAP. C'est un programme mesure d'aide et préscolaire. Donc, c'est des élèves qui sont ensemble dans un groupe et qui travaillent de façon différente avec les enseignants. Donc, je pense que ça peut être très intéressant. On a tout réorganisé notre cheminement particulier continu pour que les élèves soient plus valorisés. C'est des élèves qui sont nécessairement en grande difficulté, qui ont besoin. Et puis, je pense que cette façon de travailler-là va les aider grandement à développer leur estime d'eux. Puis, ils vont être des citoyens plus intéressants encore dans la vie future. On a un programme défi. C'est pour les élèves qui répètent, qui ont répété leur année, puis que la façon traditionnelle ne leur convient pas trop. Donc, on travaille de façon différente aussi avec eux. On a un programme d'apprentissage individualisé aussi. On a tout ça, bien, ça permet aussi aux élèves réguliers d'avoir un encadrement différent aussi, puis des cours qui les rejoignent encore plus. Donc, je pense qu'on a le programme CFR cette année aussi. Là, je pense que vous en avez entendu parler dans les journaux. C'est quelque chose de très, très bien en collaboration avec l'éducation des adultes. D'ailleurs, ça vient d'eux. C'est le premier CFR adulte jeune du Québec. C'est une belle aventure. Donc, il y a plein de choses nouvelles cette année là, à notre école. Donc, c'est très important de ne pas mettre tous les élèves dans le même panier, de vraiment donner une instruction un peu personnelle à chaque étudiant pour vraiment répondre à leurs besoins. Exactement. Ça doit être à peu près la même chose pour vous. C'est vrai chez nous. Je pense que sans avoir autant de différences qu'on peut retrouver, par exemple, au secteur public avec les cheminements comme tels, très, très variés, chez nous, on essaie évidemment de mettre l'accent sur des options variées. Alors, on va offrir des programmes, des matières différentes. On va offrir de l'espagnol, par exemple, des enrichissements dans le domaine des langues, dans le domaine des sciences, pour garder les élèves, je dirais, au maximum de leur motivation. Mais voyez-vous, si on remonte il y a quelques années, par exemple, on avait des programmes très, très uniformes. À l'école où je travaille, au collège, tous les élèves, par exemple, qui arrivaient en première secondaire faisaient tous le programme de latin. Je dirais qu'aujourd'hui, on a réalisé que c'était peut-être pas une bonne chose d'offrir exactement le même format de programme à tout le monde, parce que nous aussi, de plus en plus, on accueille des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont besoin de mesures d'appoint, qui ont besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire pour une mise à niveau. Et de plus en plus, on offre des programmes qui sont un petit peu plus adaptés, qui contiennent pas tous de l'enrichissement, mais on a aussi évidemment le volet enrichissement parce qu'on a une clientèle, évidemment, qui viennent chez nous pour ces raisons-là plus spécifiques. On a évidemment chez nous, ce qui, je pense, qui nous caractérise peut-être passablement, c'est la quantité d'activités qu'on offre. Là, on a même un système de transport à 6 heures pour répondre à tous ces besoins-là. Puis l'objectif, je dirais, de ce programme-là, c'est que les jeunes découvrent des centres d'intérêt puis qu'ils vraiment restent accrochés à l'école le plus possible. C'est peut-être un peu commencer à leur donner une bonne idée du choix de carrière plus tard. Ben, tout à fait. Il faut commencer au secondaire, il faut commencer quelque part. Exactement à travers ces moyens-là. Par exemple, les jeunes font de la photographie, font du théâtre, pratiquent toutes sortes d'activités. Puis je suis convaincu, par exemple, qu'une activité comme celle que tu exerces actuellement, c'est quelque chose qui peut s'apprendre aussi tranquillement à l'école, puis ça peut développer des goûts pour des carrières intéressantes. C'est d'offrir un choix, une opportunité à quelqu'un, aux étudiants, du moins d'essayer quelque chose pour au moins leur donner une bonne idée, parce que rendu en secondaire 5, c'est le temps de faire les choix, c'est le temps de faire les applications pour les cégeps. Et si on n'est pas décidé rendu en secondaire 5, on arrive qu'on a des petits problèmes de ce côté-là. De faire une activité parascolaire, souvent, c'est ce qui nous accroche au reste. Donc, nous autres aussi, à l'école, avec le gouvernement des élèves, tout ça, là, il y a une multitude d'activités et ça rejoint beaucoup de jeunes. Souvent, on réussit beaucoup à les raccrocher à la vie de l'école là, avec ces activités-là, le sport. On a développé plein de choses, plein d'activités sportives cette année. Là, on a eu l'opportunité d'avoir accès à un fonds jeunesse là, la dernière année. Là, ça va se terminer en novembre prochain. Ça a permis de mettre sur pied là, une multitude d'activités sportives intéressantes puis très encadrées pour les jeunes.
Donc ça, je pense que ça répond à la demande. C'est ce qui permet de contrer un petit peu le phénomène du décrochage scolaire de ce côté-là, en les raccrochant à quelque chose dans l'école. Ça permet aux jeunes de vivre des réussites aussi. Ça, c'est assez important. Moi, je me dis, bon, ce genre d'activité-là, c'est précisément des lieux où les jeunes, en plus, se créent des copains, des amis. C'est des lieux intéressants, justement, pour développer toutes les dimensions de l'être humain, pas seulement la tête. L'académique, oui. Ça, c'est vrai. Donc, à défaut d'un élève qui a peut-être quelques difficultés dans des matières scolaires, s'il réussit très, très bien dans son activité parascolaire, ça va encore plus certainement le motiver. Voilà, il va persévérer. Plus on travaille l'estime des gens, plus ça réussit. Hein. Ça, c'est clair. Si on regarde maintenant le phénomène de la drogue, du taxage, de la violence, c'est sûr que c'est encore présent, mais de quelle façon ça peut être certainement contrôlé ou que vous surveillez le tout dans votre école, par exemple, Mme Julien? Bien, c'est clair que le problème de drogue et tout, là, c'est comme je dis souvent aux élèves, je les fais rire, là, oui, c'est arrivé à Saint-Pascal, là, dans le sens où c'est partout, hein, c'est un phénomène de société, je dirais. Donc, notre rôle à l'école, c'est de travailler beaucoup la prévention, informer les jeunes. On a une intervenante en toxicomanie, on a développé une politique d'encadrement des psychotropes qu'on essaie le plus possible. On veut former aussi les membres du personnel parce que c'est pas évident. Ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est d'aider les jeunes à décrocher à ce niveau-là des drogues et de sortir ça de l'école le plus possible. Et c'est très difficile et il faudrait se mettre la tête dans le sable pour dire que ça n'existe pas. C'est présent, puis il faut le voir et il faut le travailler. C'est important de leur donner au moins une aide et quelque chose à se raccrocher pour qu'ils puissent du moins les aider à s'en sortir. Ce qui est important, c'est de voir puis de dénoncer. Quand on connaît ou on se rend compte, nous autres, on dit souvent aux parents, on préfère se tromper que de se fermer les yeux puis après ça, le regretter. Je pense qu'il faut faire notre travail d'éducateur à ce niveau-là, puis il faut vraiment regarder les choses en face, prendre les moyens pour aider ces jeunes-là. Monsieur Malenfant. Oui, bien, le travail le plus important à ce niveau-là, c'est certainement le travail de prévention qui se fait. Moi, je pense que si on arrive à limiter les occasions de consommer en milieu scolaire, c'est certain qu'on s'aide beaucoup. Chez nous, je dirais que le meilleur moyen qu'on a trouvé pour réduire la consommation de drogue, c'est certainement les activités obligatoires, les aires de récréation surveillées. Alors, c'est exactement ça. Alors, on pense aussi qu'un jeune qui consomme dans un milieu scolaire, c'est pas juste un jeune qui a des problèmes de drogue, mais c'est souvent un jeune qui a des problèmes d'estime de soi. C'est un jeune qui a des problèmes de relation avec les autres très souvent. Alors, on essaie d'aller au-delà du problème de la consommation comme telle. Il fut une époque où dès qu'on surprenait un jeune à consommer, il était expulsé de l'école. C'était automatique. Maintenant, on ne procède plus comme ça à la première offense. C'est loin d'être une expulsion qu'on fait. Au contraire, je dirais qu'on va multiplier l'encadrement par 10 auprès de cet élève-là. On va lui offrir des mesures, des moyens pour trouver des alternatives. Parce qu'un enfant qui consomme, dans le fond, un jeune qui consomme, c'est quelqu'un qui perçoit la drogue comme un moyen de s'épanouir. Alors, nous autres, on veut lui proposer d'autres moyens plus satisfaisants qui vont lui permettre de s'épanouir à long terme, pas juste pendant 5 minutes, le temps d'oublier ses problèmes. Donc, à ce moment-là, vous lui montrez un peu qu'est-ce qu'il peut faire pour justement se rendre... Puis c'est l'affaire de tout le monde. Moi, je pense que c'est vraiment l'équipe école au complet qui doit travailler dans ce dossier-là. Nous autres, l'intervenante en toxicomanie, justement, là, un peu comme ça se fait à Chanoine-Beaudet, travaille vraiment avec le corps enseignant au complet pour que les signaux que les profs voient, les profs sont proches des élèves, voient comment les élèves se comportent en classe. Quand il y a des doutes, des choses comme ça, ben, on réfère les élèves et on intervient autant que possible en prévention. Malheureusement, à l'occasion, il faut intervenir pour sanctionner aussi. Mais puis par rapport à la vente sur le terrain de l'école, pour nous, c'est tolérance zéro. Là-dessus, c'est une dénonciation automatique à la Sûreté du Québec. Même chose pour nous. Même on travaille en collaboration avec les policiers avec le programme PIMS, le programme d'intervention en milieu scolaire. Donc, eux, ils nous aident beaucoup justement à éliminer des terrains d'école, les vendeurs Mais c'est clair qu'il faut travailler, puis c'est pas vrai que c'est éliminé complètement. On ne le tolère pas, mais il faut quand même être conscient que c'est présent.
Donc, il faut travailler, multiplier les efforts, essayer de faire comprendre, éduquer les jeunes face à ce phénomène-là. C'est pas facile. Éduquer les parents aussi, hein, parce que les parents sont souvent démunis ou ils prennent pas ça trop au sérieux aussi parce que c'est facile de se dire, ben il y en a partout, mais c'est normal que mon jeune consomme. C'est hein, de leur apporter une aide, parce que, comme vous le dites, les parents, des fois, sont démunis. Ils n'ont pas vraiment les moyens d'aller chercher les ressources, mais à ce moment-là, vous pouvez leur apporter un bon point là-dessus. Si on regarde, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais par rapport aux années là, antérieures sur ce qu'on vient de soulever, est-ce qu'il y a une diminution, une augmentation? Avez-vous remarqué quelque chose qui s'améliore de ce côté-là? Ce qu'on a, nous autres, comme information par rapport aux intervenants qui travaillent avec nous, c'est qu'il n'y a pas nécessairement... Il y a diminution, si on peut dire, d'utilisation des drogues douces, mais par contre, il y a augmentation d'utilisation des drogues plus dures. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prévenir, faire de la prévention, expliquer, travailler très, très proche des élèves, avec les élèves pour les aider à comprendre là, ce phénomène-là, puis qui éloigne ça le plus possible d'eux. Mais c'est clair que dans la vraie vie, là, les statistiques nous disent que les drogues dures sont de plus en plus utilisées, consommées. Ben, moi, je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études ou d'analyses. Ce que je sais, c'est que dans la société en général, il y a certainement une accessibilité beaucoup plus grande aux drogues que ça pouvait être le cas il y a 10 ou 15 ans. Je veux dire, les réseaux criminels sont tellement aujourd'hui organisés, structurés, hiérarchisés. C'est certain qu'un jeune qui veut se procurer de la drogue peut le faire beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années. Donc, pour nous, c'est une mission encore plus grande, je dirais, à cause de ce phénomène-là. Parce qu'il y a une espèce de banalisation aussi avec le phénomène de la légalisation de la marijuana, par exemple. Bon, on envoie un message aussi aux jeunes qu'il y a quelque chose de sain pour la santé. On veut s'en servir pour guérir. Alors, ça envoie des messages un petit peu contradictoires aux jeunes. C'est pour ça que le travail qu'on a à faire dans les milieux d'éducation, je vais vous dire que c'est quelque chose d'assez costaud par rapport à ces questions-là. Mais je pense qu'on a des gens qui sont à l'affût puis qui aiment les jeunes. Puis moi, j'ai bien confiance qu'on arrive à faire quelque chose de bien dans différentes écoles en lien avec ça. Mais c'est très important que ça soit fait. Ah, tout à fait. Oui. On regarde les façons de nous rejoindre pour les commentaires et suggestions. On vous revient. Il y a 6 mois, elle ne savait même pas ce que maladie du rein signifiait. Aujourd'hui, toute sa vie en est affectée. Avec des heures de dialyse, pas beaucoup de temps pour lire des histoires le soir. Elle s'ennuie des fins de semaine de camping et de la pizza en famille. Et sa fille aussi s'ennuie de tout ça. Par la recherche et les services aux patients, la Fondation du Rein aide à créer une meilleure qualité de vie pour les patients et leurs familles. On est de retour. Si on regarde maintenant du taux de réussite aux examens du ministère, par exemple en maths, en français, dans les autres matières, ça a l'air de quoi présentement, Mme Julien? Ça augure très bien. Par contre, je suis toujours un petit peu rébarbative à répondre à ce genre de questions-là, puisque dépendamment toujours de la clientèle qu'on a, de la cohorte d'élèves qu'on a, c'est pas toujours évident d'expliquer des résultats. C'est important de les regarder parce que ça nous sert de moyen pour nous aider à trouver des solutions, des stratégies, tout ça. Nous autres, pour ce qui est de notre école, on réussit très bien au niveau de la commission scolaire, au niveau même du Québec, là. Mais c'est sûr et certain que ces résultats-là, il faut les nuancer parce que on peut avoir facilement tendance à penser qu'on va avoir des meilleurs enseignants si les résultats sont meilleurs, on va avoir des moins bons enseignants, d'associer les choses comme ça. Puis je pense que c'est important de nuancer. Il ne faut pas oublier que c'est des moyennes. Oui, c'est des moyennes, puis c'est avec les cohortes d'élèves qu'on a. Une année, on peut avoir une cohorte beaucoup plus, je dirais qu'il y a beaucoup plus de facilité. L'année d'après, ça peut être différent, puis les programmes sont les mêmes et tout. Donc, il faut faire attention à exprimer les résultats. Et vous, M. Mélenchon? Moi, j'ai un peu la même réaction aussi, parce que le concept de réussite, là, réussir, c'est difficile de traduire ça dans un chiffre. Hein? Qu'est-ce que c'est que réussir? Moi, je connais des gens qui ont
n'ont pas nécessairement une très grande scolarisation, mais qui ont une vie totalement épanouie, qui se débrouillent très bien, qui sont très utiles à la société. Alors, s'il avait fallu coter la réussite de ces gens-là sur leurs résultats scolaires, on se serait trompé royalement. C'est pour ça que je pense que c'est des chiffres qu'il faut regarder avec beaucoup de nuances. Je ne suis pas convaincu, moi, que les jeunes sont tous égaux face aux examens ministériels pour toutes sortes de raisons. Parce qu'il y en a qui ont des difficultés familiales importantes, parce qu'il y en a qui, la veille de l'examen, c'est ce que j'allais soulever. Un proche est décédé, etc. Bon, je veux dire, on prend une photographie à un moment donné d'une cohorte d'élèves, puis on se base là-dessus pour comparer des choses qui sont difficilement comparables. Moi, je pense que la réussite, ça tient à tellement de facteurs complexes que c'est quasiment, dans le fond, donner une fausse impression que de présenter des résultats comparés sur cette base-là. C'est évident, comme Mme Julien le disait, qu'on s'en préoccupe de la réussite des élèves, on veut savoir si d'une année à l'autre, on a un taux de réussite comparable, acceptable à l'année précédente, parce qu'on compose à peu près avec les mêmes moyens. Mais je dirais que pour ces fins-là, on peut se servir de ces chiffres-là, mais pour comparer des écoles les unes avec les autres, moi, je pense que c'est faire fausse route. C'est une donnée parmi tant d'autres. Donc, il faut s'en servir intelligemment et de façon constructive. Puis je pense que ce qui importe pour chaque école, pour chaque éducateur, c'est de prendre l'élève là où il est puis de le faire cheminer le plus loin possible. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Là? Je veux dire, la plupart des palmarès qui existent ou des comparaisons publiques qui existent ne tiennent pas compte du point de départ de chaque élève. Si on tenait compte véritablement de ça, je veux dire, là, on pourrait peut-être dire, eux autres, ils sont capables de faire ce bout de chemin-là, puis les autres. Puis encore là, tu sais, il faudrait nuancer ça aussi. Je voulais soulever la question du palmarès, du fameux palmarès des écoles. C'est seulement des chiffres, parce qu'on prend les moyennes, mais si vous avez pris un élève qui avait beaucoup de difficultés, et que finalement, en secondaire 3, réussit beaucoup est rendu un point plus haut, c'est votre satisfaction. Là. La moyenne de l'école, on peut dire que c'est seulement des chiffres. Et moi, je pense que une école qui est capable de prendre un élève qui a des difficultés de comportement importantes, qui est dans un milieu familial complètement défavorisé, qui est bon pour toutes sortes de raisons, puis qui réussit à le faire parvenir en 3e secondaire, à y donner une estime de lui-même, à le faire réussir dans certaines activités, c'est quelque chose d'extraordinaire, tu sais, qui a peut-être beaucoup plus de valeur que de prendre un élève qui a été hyper sélectionné dans un programme bien spécifique, qui arrive, qui n'a jamais eu un résultat au primaire inférieur à 90 %, puis qui va réussir tous ses examens ministériels. Alors, ça fait des belles statistiques, mais en bout de ligne, quel est l'apport véritable de l'école dans le développement de ce jeune-là? Je pense que on ne peut pas dire que ça a plus de valeur que l'examen. La réussite est vraiment personnelle. L'école secondaire, ça sert, c'est des adolescents, ça sert à les aider à se développer puis à former des citoyens intéressants pour la société. C'est à ça que ça sert, l'école secondaire. Le prétexte, ce sont les matières, tout ça, mais la réussite de chacun, c'est comment il va être heureux et épanoui plus tard dans ce qu'il va faire puis dans sa vie personnelle. C'est à ça que ça sert, l'école secondaire. Ça permet de faire un beau lien avec la prochaine question. C'est vraiment, l'école secondaire, c'est de se préparer à la vie. Vous aidez tous les adolescents à se préparer à une vie future, soit de choisir une carrière, de se trouver des intérêts. Du côté de votre école, là, ça se passe comment de ce côté-là? On le vit dans chacun des cours, on le vit avec des personnes qui interviennent, des professionnels non enseignants aussi, qui interviennent avec les élèves, on le vit avec des activités d'approche orientante, on le vit avec l'entrepreneurship, on le vit quotidiennement, là, on vit cette réalité-là de façon quotidienne. De quelle façon on aide à les faire avancer? Bien, justement, dans leur quotidien, il faut à chaque jour qu'ils sortent de l'école avec un petit quelque chose de plus, puis qu'ils arrivent le matin, qu'ils soient bien à l'école, c'est la priorité. Qu'ils ressortent le soir, qu'ils soient encore bien, c'est merveilleux. Et vous, M. Malenfant? Chez nous, c'est un peu la mission de tout le monde. Hein? Moi, je le dis souvent, là, quand je rencontre l'ensemble du personnel au début de l'année, le concierge à l'école chez nous, il y a autant d'importance pour le développement du jeune dans ce sens-là, pour le préparer à la vie, que le directeur général de l'école. Le concierge qui sensibilise le jeune à ramasser le papier qui traîne par terre, moi, je pense qu'il apporte une contribution au développement du jeune aussi importante que celle du directeur général. C'est des modèles, je pense, qui
qui fait que dans la vie, on s'oriente dans une direction ou dans une autre. Si je regarde juste ma petite histoire personnelle, c'est des gens qui ont cru en moi, qui ont vu au-delà des bêtises que j'ai pu faire quand j'étais jeune. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on prend des risques, puis tout à coup, on découvre qu'on a un talent ou un autre dans un secteur ou dans un autre. En fin de semaine, on avait une espèce de rencontre d'anciens à l'école, puis les gens qui étaient là, bon, c'est des gens, certains très célèbres, d'autres moins, mais dans l'ensemble des discours que j'entendais, ces gens-là disaient, bien écoute, c'est tel professeur qui m'a regardé dans les yeux, puis qui m'a dit, je crois en toi, puis c'est ça qui a fait exploser la personne qui l'a fait s'épanouir. Moi, je pense que le regard qu'on porte sur un jeune, le regard positif, croire en lui des fois plus que lui-même, c'est ça qui fait qu'un jeune va s'épanouir. C'est déjà tout. Et ce que je retiens du côté régional de ça, c'est qu'il y a une très belle complicité entre l'école privée et l'école publique. Merci beaucoup. Merci. Merci. La semaine prochaine, on va parler de chasse.